Bonjour, je vais vous lire la mère de clan d'octobre des 13 mères originelles. Alors, déjà il faut que je le retrouve. Peut-être vous préférez voir ma tête. Alors, il s'agit de la tisseuse. La tisseuse, tenue par les fils d'araignée de la vie, suspendue entre ciel et terre, à tisser la toile, à rêver le rêve, je voltigerai à travers les deux mondes. Inspiré par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec ma propre estime. Je pétris la glaise des expériences pour en faire un bol de médecine sacrée, qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris qu'en détruire les chaînes qui m'attachaient et réprimer l'expression de ma joie. Tu m'as enseigné à accoucher pour mettre au monde mes visions intérieures, en les libérant comme des flèches d'argent qui vont attiser le feu de la création. La mère de clan de la 10e lune, celle qui tisse la toile, la tisseuse, représente le principe créatif à l'intérieur de toute chose. Son cycle lunaire tombe au mois d'octobre. Il est en relation avec la couleur rose. Son cycle de vérité est de travailler avec la vérité. Elle nous apprend comment utiliser nos mains pour créer la beauté et la vérité sous des formes tangibles. Le rose est la couleur de la créativité. La tisseuse nous enseigne à utiliser l'art et le savoir-faire pour donner forme à nos idées et nos rêves dans le monde physique. Par l'utilisation de nos mains, nous montrons notre bonne volonté à être au service de tous ceux à qui nous sommes reliés. La tisseuse protège la force créatrice qui réside en toute chose. Elle nous aide à exprimer notre créativité d'une manière positive et à y investir l'énergie dont nous disposons. Cette mère de clan veille aussi sur la force de vie. Elle nous apprend à créer notre santé, à extérioriser nos rêves, à développer et à nous servir de nos dons, et à avoir accès à notre potentiel spirituel. La mère de clan de la 10e lune est la mère des principes de création et de destruction. Elle nous montre le moment où il faut abolir ce qui nous limite et créer du neuf. Parce qu'elle est la gardienne de l'instinct de survie, elle nous signale aussi quand prendre soin de nos créations. Lorsque notre survie physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle est en danger. La tisseuse nous indique comment faire appel à notre force vitale pour dépasser la stagnation et trouver à grandir au-delà. Elle est une artiste, une créatrice et la muse qui nous fait signe et nous inspire pour créer de la beauté. La beauté qui se trouve dans le désir de notre cœur, en réalisant quelque chose de concret et en donnant toute la beauté possible à notre création. Nous comprenons que la substance de nos rêves peut se matérialiser, que nos visions peuvent prendre forme. Tout au long des étapes nécessaires pour donner vie à nos rêves, la tisseuse nous révèle comment utiliser la force vitale qui se trouve dans les 4 éléments, air, terre, eau et feu. Nous apprenons à incorporer ces éléments à notre propre force créatrice, qui est le don reçu du grand mystère. Cette étincelle créatrice est appelée l'éternelle flamme de l'amour. Elle vit au cœur de notre essence spirituelle lorsque le désir de créer est en place. Nous devenons capables de prendre la décision d'être. Nous donnons alors forme à notre essence spirituelle ou oranda en exprimant ce que nous sommes. La tisseuse, comme la grand-mère araignée qui a tissé la toile de l'univers, nous apprend comment tisser la toile de nos expériences. Elle nous montre comment chacun des cercles que nous créons grandit jusqu'à toucher les cercles de toutes les autres formes de vie.
Les toiles que nous tissons peuvent nous emprisonner si nous ne les créons pas dans la vérité. Cette mère de clan nous demande de travailler avec et pour la vérité, de façon à manifester le rêve d'un monde que toutes les formes de vie puissent partager. Une toile créée dans l'avidité finira par emprisonner et dévorer celui-là même qui l'a tissé, parce que ses fils sont trop serrés pour qu'il soit possible de donner, recevoir et partager. Une toile trop lâche, tissée sans soin, manquera de savoir-faire indispensable pour qu'elle soit résistante et puisse durer. Tissée dans la peur, une toile attirera les leçons qui lui correspondent pour dépasser cette peur. Une toile tissée dans l'amour créatif et le désir de partager l'abondance recueillie par ses fils d'argent durera jusqu'à l'accomplissement du rêve. Quand nous avons besoin de savoir comment faire pour que notre rêve devienne réalité, c'est vers cette mère de clan que nous nous tournons. Elle nous indique comment nous engager dans les actes nécessaires pour stimuler notre créativité et suivre son mouvement. Mettre au monde nos rêves s'accomplit toujours par le désir de créer, avec la décision de créer et l'engagement dans les actes nécessaires en utilisant le courant de la force de vie afin de donner naissance aux rêves tangibles, aux rêves dans le monde tangible. Grand-mère araignée est descendue dans la grotte. La tisseuse creusait l'argile blanche et grasse dans la rive, au pied des falaises de craie, et emplissait son panier en roseau tressé de morceaux de cette terre d'albâtre. Devenues d'un roux flamboyant, les feuilles de chêne contrastaient avec le jaune du pollen qui persistait sur l'épaisse forêt verte des cèdres alentour. Les feuilles des arbres, ce peuple dressé, continuerait à apporter bien d'autres couleurs au moment où la tisseuse les ajouterait à son four pour cuire le bol qu'elle allait modeler avec l'argile. Il lui faudrait grimper les falaises rocheuses pour ramasser les feuilles plates de cèdre, ainsi que celles rouges orangées des chênes, mais c'était un bonheur pour elle. La tisseuse éprouvait une telle joie à fabriquer de beaux projets et à essayer de créer de nouvelles formes qu'elle se perdait souvent pendant son travail de création. Parfois, quand elle sortait se promener, elle se retrouvait dans une immense forêt remplie de plantes grimpantes et de gazouillements d'oiseaux, n'ayant aucune idée de là où ses pas l'avaient menée. La tisseuse avait un talent naturel à retracer le chemin qu'elle avait suivi en regardant simplement dans son panier. Les choses y avaient été placées dans l'ordre où elle les avait collectées. Elle pouvait commencer par sa dernière trouvaille et revenir à l'endroit où elle l'avait ramassée. Ensuite, un par un, les emplacements des trésors ainsi récoltés la ramenaient dans un environnement familier. Et depuis ces lieux si souvent parcourus, elle pouvait facilement trouver le chemin du retour. La tisseuse, mère de la créativité, se servait de ces écorces, des baies, des tubercules, des feuilles et des mousses qu'elle avait ainsi récoltées de la même façon que grand-mère araignée faisait usage des fils argentés de sa toile. Que son parcours décrive un cercle ou une ligne droite ne faisait aucune différence. Elle pouvait toujours retrouver le chemin du retour à son campement. Chacun des emplacements où la tisseuse avait ramené quelque chose lui avait donné une matière pour se relier avec des fils créatifs, avec l'expression de soi, aux plantes, à la terre et aux pierres de la forêt ensoleillée. La mère de clan laissait toujours un cadeau pour les esprits de la forêt quand elle prenait quelque chose pour son propre usage. L'échange d'un amour qui exprimait sa gratitude laissait sa trace au milieu des pousses luxuriantes qui bordaient la piste du retour à la maison, jusqu'à son campement, niché dans les affleurements rocheux qui surmontaient le coude de la rivière. Alors que la tisseuse creusait avec une pierre effilée pour prendre davantage d'argile, elle vit dans son esprit le bol de médecine qu'elle allait fabriquer à partir de cette argile. La joie que lui procurait le fait de modeler des poteries avec ses mains monta dans ses bras, et cela lui donna un tel sentiment de satisfaction qu'elle trouva facile de creuser ainsi.
Les ravines de printemps avaient approfondi la brèche comme une bouche ouverte dans le flanc de l'escarpement rocheux. Cette forme de bouche permit à la tisseuse de se souvenir que la terre-mère avait besoin d'être nourrie après avoir partagé sa glaise couleur de nuage avec sa fille à deux jambes. La tisseuse avait donc apporté plusieurs larges pierres au pied de la falaise pour reboucher l'intérieur de la cavité dont elle avait extrait l'argile. Un écureuil sautilla pour descendre le long du tronc d'un pacanier de l'autre côté de la rivière, faisant voir ses joues gonflées de petites noix. Il essaya bravement d'adresser un sourire à la mère de clan sans pour autant cracher ses noix de pécan. La tisseuse attrapa un fou rire devant la gageure dans laquelle se lançait ainsi l'écureuil, tout en pensant aux enseignements qui lui avaient été donnés à travers sa médecine naturelle de rassembler l'énergie et garder un petit extra pour les périodes maigres. Au tout premier temps de sa marche sur la terre, la mère de clan avait appris à entasser des fruits secs, des tubercules et de la viande dans les trous qui servaient de réserve souterraine en prévision de l'hiver. Une fois de plus, l'écureuil était en train de se préparer pour les prochaines neiges. La tisseuse remarqua que la mère Castor et son clan s'apprêtaient aussi pour les prochaines lunes blanches. Ils étaient occupés à retenir le cours d'eau en y ajoutant de jeunes arbres au barrage qu'ils avaient construit sur le bras de la rivière, juste en aval de l'endroit où elle était en train de prendre l'argile. Pour la mère de clan, le changement de température signalait qu'il lui fallait à présent rassembler ce qui lui était indispensable pour rester active pendant l'hiver, lorsque ses occupations seraient limitées par la morsure des vents blancs du nord. Elle avait fait le plein de nourriture, récolté des herbes pour cuisiner et pour se soigner, et tanné les peaux dont elle avait besoin pour un nouveau manteau. Et à présent, elle était en train de ramasser les fournitures nécessaires pour fabriquer les ustensiles courants de sa vie au campement. Elle remercia silencieusement la mère Castor de lui avoir montré qu'elle pouvait consacrer ses longues périodes d'inactivité de l'hiver à construire ou réaliser des choses. La mère Castor était la gardienne de la médecine constructive. Elle montrait à l'humanité comment rester actif en étant productif pour mener ses missions et ses rêves d'une vie meilleure jusqu'à leur réalisation. La tribu qui avait l'habitude de traverser la forêt de la mère de clan à la saison d'été, en suivant la piste des récoltes au temps des lunes de la maturité, était toujours heureuse de faire du commerce avec l'artiste. Ses créations étaient tellement originales. La tisseuse avait toujours un entrepôt plein de jouets faits de ses mains, des paniers, des vêtements, de poteries, ainsi que d'ustensiles de cuisine qu'elle avait achevé de fabriquer au moment où les plaques de neige étaient remplacées par les taches vert clair des jeunes pousses. Au temps où la lune fait mûrir les baies, la mère de clan ne manquait pas de troquer ce qu'elle avait fabriqué contre des choses qui correspondaient à ses propres besoins. Elle était ainsi assurée de pouvoir faire face à toutes les épreuves qu'elle pouvait rencontrer, à vivre isolée pendant le temps où la neige allait tomber. À chaque lune des feuilles mortes, la tisseuse repérait les matières premières disponibles et planifiait tout ce qu'elle allait faire pendant la période où les animaux, ses amis, allaient hiberner. L'argile qu'elle était en train de recueillir ferait partie de sa réserve de fourniture pour les créations artistiques. De même que les feuilles qu'elle avait l'intention de ramasser avant que grand-père Soleil ne se couche. Et pendant 2 lunes encore, elle allait finir sa récolte et conserver tout ce dont elle avait besoin dans la caverne qu'elle appelait sa maison. Les anfractuosités de la caverne, créées par les mouvements de transformation de la terre-mère dans sa croissance, au temps de l'âge glaciaire, avaient fourni à la mère de la créativité quelques excellentes caches où garder ses affaires. Elle pouvait même faire cuire ses poteries dans une cavité qui se prolongeait en une cheminée naturelle, trouant le plafond calcaire au-dessus de l'entrée de la grotte. L'hiver arriva avec ses glorieuses bourrasques. Le vent du nord soufflait, la neige en tourbillon, recouvrant tout d'êtres de glace miroitante ou d'une couverture de neige duveteuse. À l'intérieur de la grotte, la tisseuse était heureuse et bien au chaud. Chaque nouveau jour lui apportait de nouvelles idées et la joie incessante de tailler,
modeler des poteries, confectionner des poupées à partir d'ossements, tresser des paniers ou coudre des vêtements. La tisseuse mettait tout son amour et son savoir-faire dans chacune des choses qu'elle fabriquait. En faisant ainsi, elle donnait à chaque création le don de la vie ainsi qu'un sens. De la même façon que le grand mystère donne la vie ainsi qu'une mission à chaque être de la création. Elle envisagea les jours futurs, quand elle ferait du commerce au moment où les lunes de la maturité lui apportaient un moyen de partager le fruit de ses efforts avec d'autres êtres de la famille des deux jambes. Rien qu'imaginer les expressions de joie qui illumineraient leur visage quand les affaires seraient conclues lui réchauffa le cœur, malgré le froid intense de l'hiver. Ceux avec lesquels elle commerçait ne manifestaient jamais à quel point ils aimaient un objet avant que la négociation soit terminée, de crainte que la vendeuse n'en demande un prix trop élevé. Mais après coup, la lueur dans leurs yeux était une chaleureuse récompense pour la mère de la créativité. Un jour, après que les premières neiges aient revêtu la terre-mère de sa robe blanche, la tisseuse découvrit en s'éveillant la plus exquise des toiles d'araignée qu'elle ait jamais vue, recouvrant l'ouverture d'une des cavités de la grotte. Au centre de la toile se trouvait la plus étonnante des araignées, toute blanche à l'exception d'une tache rouge sur la partie haute de son corps. La tisseuse s'émerveilla de l'aspect extraordinaire de son amie à 8 pattes. D'habitude, les araignées ne se montrent pas pendant la froidure de l'hiver. Peut-être était-ce la chaleur de la grotte qui lui valait cette visite. Mais c'était douteux. La tisseuse pensa que c'était là un signe de grand-mère araignée qui avait tissé la toile de l'univers. Grand-mère araignée était la créature particulière que le grand mystère avait choisie pour tisser les toiles originelles du monde tangible, en fabriquant une structure de cercles concentriques qui soit un support pour la chair des corps et la réalité de toutes les formes de vie dans la création. La tisseuse demanda à l'araignée si elle avait un message spécial à lui donner. La réponse de la bestiole la fit sursauter, car elle venait en écho, comme si une voix s'élevait dans ses pensées humaines. C'est grand-mère araignée qui m'envoie te dire que tu as créé beaucoup de choses de toute beauté et que tu as tissé un nouveau réseau d'expériences parce que ton cœur a exprimé le désir de partager cette créativité avec d'autres. Maintenant, utilise ton nouveau bol de médecine et cherche les visions qui reflèteront les désirs cachés au plus profond de ton cœur. Cherche les réponses à ce qui est en train de venir se poser sur ta toile que tu as tissée à partir de tes nouveaux désirs et aie confiance que ton choix est bon et que tes rêves s'accompliront. La tisseuse se dirigea vers le coin le plus éloigné de la grotte, là où elle gardait les objets qui concernaient sa médecine, pour retrouver sa toute dernière création. Le bol était grossièrement cuit et noirci de la fumée des feuilles qu'elle avait ramassées. Il était moucheté çà et là de pigments des minéraux qui se trouvaient dans l'argile. Elle revint sur ses pas, alluma un feu et remplit le bol de neige fondue. Très vite, elle eut la vision de 3 êtres de la famille des deux jambes qui trébuchaient de fatigue dans la neige à l'orée de la forêt. Une grande silhouette et 2 plus petites luttaient contre les bourrasques d'une tempête. Sa vision changea et la tisseuse vit les visages souriants de 2 enfants. Puis, plus rien. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle était en train de pêcher dans la mer et que, en regardant au fond de son filet, elle découvrait une étoile de mer. C'était une étoile de mer exceptionnelle, d'une couleur pourpre éclatante. L'étoile de mer lui parlait. Elle lui expliqua que son corps d'étoile représentait la force vitale de la créativité dont les êtres à 2 jambes peuvent se servir lorsqu'ils font appel aux chefs de clan de l'air, la terre, l'eau et le feu, afin que ces éléments se mêlent à la force créatrice du grand mystère. L'étoile de mer lui montra comment la tisseuse elle-même avait eu recours à la même mise en œuvre de l'énergie dans ses créations, ainsi que dans l'ingéniosité dont elle avait fait preuve en aménageant la grotte en un intérieur chaleureux. L'étoile de mer chuchota au cœur de la mer de clan. « Toi qui tisses la toile, tu t'en es servi de ta créativité pour remplir ta vie de beauté. Mais tu es devenu solitaire. Regarde bien, le désir caché au fond de ton cœur est de tisser un rêve qui puisse se transformer cette solitude.
L'abondance de dons que tu possèdes peut être partagée avec d'autres. Si tu donnes naissance à ton rêve d'avoir une famille. La mère de clan fut surprise par la révélation de l'étoile de mer. Mais elle ne pouvait pas mettre à distance du rêve ce qu'elle ressentait au fond. Elle essaya de s'éveiller, luttant contre ce désir de se souvenir de ce rêve. Mais la scène du rêve changea. Elle s'enfonça encore plus profondément dans les images qui se présentaient à elle. Celle qui protège l'instinct de survie savait, à un certain niveau de conscience, qu'elle devrait lâcher prise et suivre la vision du rêve pour pouvoir comprendre pourquoi elle n'avait pas autorisé jusque-là ses sentiments de solitude à faire surface. Elle soupira dans son sommeil, puis plongea dans le monde aquatique qui se refermait autour d'elle. Par brassées, l'océan défilait pendant qu'elle se laissait tomber, bien en dessous des vagues, en découvrant qu'il lui était possible de respirer dans l'eau du rêve. Quand elle toucha le fond de l'océan, l'étoile de mer qui chevauchait son épaule lui chuchota à nouveau. « Toi qui tisses la toile, te voilà immergé dans le ventre aquatique de la terre-mère. Ici même, tu peux faire naître ton rêve et te permettre une nouvelle naissance. C'est parce que tu étais trop occupé à donner vie à tes autres créations que tu n'as jamais autorisé ton isolement à se montrer en surface. » La mère de clan porta son attention sur son ventre et elle y vit tous les sentiments refoulés qu'elle s'était cachés dans son désir de créer. Elle voulait des enfants. Elle voulait partager avec eux les jouets qu'elle avait fabriqués et apprendre aux jeunes à utiliser leur imagination, leur permettre de créer ce qui était dans leur cœur. Elle voulait faire profiter de la sagesse dont elle était porteuse et qui concernait la faculté qu'a chaque être humain de créer dans la pleine mesure de son imagination. Les enfants connaissaient bien cette sorte de magie, et c'est ainsi qu'elle aussi procédait. Un gros sanglot s'étrangla dans sa gorge, et elle hurla sa solitude au fond de l'eau. Mais soudain, la mère de clan ressentit un mouvement dans son ventre. Elle devait se dépêcher d'étendre les jambes et de pousser fort. Elle laissa son corps faire le travail. Une grosse bulle irisée sortit de son vagin et s'éleva dans l'eau jusqu'à la surface. Elle entrevit brièvement sur la bulle des regards brillants et deux petits sourires qui se tournaient vers elle. Et son corps s'agita involontairement et elle se réveilla. C'était peu avant l'aube et il faisait bien plus froid qu'à l'accoutumée. Elle grelottait. Elle décida de faire un grand feu pour se réchauffer. Inutile d'essayer de retourner dormir. Elle regarda vers la cavité où était apparue l'araignée et fut étonnée d'y discerner les silhouettes de 3 êtres à 2 jambes, tissés dans la lisière de la toile. L'araignée était partie. Le feu avait du mal à prendre parce qu'un courant d'air pénétrait dans la grotte, en s'infiltrant à travers les pots qui protégeaient l'entrée. La mère de clan jeta un vêtement épais sur ses épaules et se dirigea en chancelant vers la porte. Alors qu'elle essayait de maintenir en place les pots à l'entrée de la grotte, avec des pierres pour les fixer en bas, elle s'aperçut, pas très loin du chemin qui menait chez elle, un monticule couvert de neige qui n'était pas là d'habitude. Elle avait dans l'idée qu'il s'agissait d'une bête égarée, qui s'était sans doute cassé la patte, et que cela pourrait lui procurer de la viande fraîche. Elle attrapa donc son couteau de silex et s'élança bravement dans la grisaille du brouillard d'avant l'aube. Quand elle arriva auprès du monticule de son pied enveloppé de fourrure, elle poussa doucement sur le côté pour vérifier si l'animal était encore vivant. À la deuxième, un peu plus énergique, pression du pied, elle entendit un grognement humain. Les quelques instants qui suivirent furent consacrés à déterrer, avec l'énergie du désespoir, le corps qui était enfoui sous la neige. Elle dégagea un manteau en peau de buffle, presque glacé, qu'elle jeta de côté et découvrit le corps tout bleu d'une femme qui protégeait ses 2 enfants. La mère de clan se pencha tout près d'elle pour écouter, mais elle comprit que la femme n'était plus en vie, qu'elle était en train de cheminer dans le monde de l'esprit. Elle essaya de voir sous le corps gelé de la femme pour se rendre compte si les enfants respiraient encore. Elle eut fort à faire avec les bras rigides de la femme.
Mais elle parvint à prendre, dans ses propres bras, pour le dégager, un petit garçon de 4 ans, puis sa sœur plus âgée. Elle plaça les 2 enfants sous son manteau et les recouvrit de leurs petits vêtements qui avaient été placés sous eux, pour éviter que leur corps soit étendu à même la neige glacée. Elle batailla pour remorquer sa charge en la tirant tout au long de la piste qui menait à la grotte. Les enfants avaient le corps tout glacé, mais ils respiraient. Elle rendit grâce au vent du nord pour n'avoir pas amené davantage de neige et pour les 2 vies dont elle avait maintenant la responsabilité. Elle avait recouvert le corps de la femme, mais il lui faudra retourner plus tard l'enterrer plus profondément pour empêcher qu'il serve de nourriture aux bêtes carnivores qui erraient. Enfin, elle arriva à l'entrée de la caverne protégée par les pots. Le feu flamboyait magnifiquement, leur procurant à tous 3 la chaleur dont ils avaient désespérément besoin. La tisseuse s'activa à frictionner longuement les membres à moitié gelés des enfants, au milieu de leurs plaintes et gémissements, pour y faire circuler à nouveau la vie. Elle avait la certitude que les enfants allaient récupérer, à cause des visages souriants qu'elle avait vus dans ces 2 visions. Mais elle n'en continuait pas moins à leur administrer les soins salutaires, et s'arrêta juste un moment pour suspendre un chaudron sur le feu et y faire mijoter un ragoût. La mère de clan ne se reposa pas avant que les enfants aient été frictionnés, rassasiés, puis emmitouflés dans de nouveaux vêtements bien épais pour dormir. De petits soupirs et de petits sanglots montés des habits en peau de buffle recroquevillés près du feu. Quand elle fut assurée que les enfants étaient endormis, celle qui veille sur l'instinct de survie revêtit son manteau de fourrure et partit enterrer la mère des enfants dans la faible lumière du jour qui finissait. Et plus tard, fourbue de fatigue, ayant chargé le feu pour la nuit, elle s'écroula dans un sommeil sans rêve. Mais quelque chose en elle continuait à veiller pour écouter si les enfants allaient bien. Son de la pluie était une petite fille de 11 ans qui se trouva fort aise de vivre auprès de la tisseuse. Dès l'instant où la jeune fille accepta le fait que sa maman était désormais dans le monde de l'esprit, elle se mit à appeler la mère de clan sa tante. Ce terme affectueux était la façon dont les enfants s'adressaient avec respect à leurs aînés dans la tribu. Les aînés faisaient partie de leur famille, une famille élargie, autant que leurs parents de sang. Son petit frère, Soleil derrière les nuages, avait seulement passé 4 étés, mais il se montrait précoce, courageux et s'intéressait à tout ce qu'il découvrait. Le petit guerrier était passionné par les choses que sa nouvelle tante réalisait et par sa façon de le faire participer à toutes les activités de leur vie commune. La tisseuse débordait de joie en compagnie de ses neveux qui venaient d'entrer dans sa vie. Les enfants cherchaient sans cesse comment ils pourraient aider aux tâches quotidiennes. Son de la pluie était très inventive et désireuse d'exposer les idées qui germaient dans son imagination quand elle apprenait à faire les choses. Soleil, derrière les nuages, le plus calme des 2, apprenait très rapidement. Il cachait un magnifique sourire derrière des attitudes étonnamment pensives. Tous les 3 pouvaient passer des heures à fabriquer de nouveaux jouets merveilleux et des poteries d'argile, ou à peindre, ou bien à raconter des histoires et à organiser des jeux. La tisseuse avait le sentiment qu'elle avait reçu un cadeau qui comblait sa vie. Les enfants avaient remplacé leur sentiment de perte par un monde magique où chaque jour passé débordait de nouveaux jeux et d'amusements. La vie avec cette tante qui prenait si bien soin d'eux leur donnait le sentiment d'être en famille. Les tempêtes de l'hiver hurlaient et grondaient au dehors, mais à l'intérieur le feu était chaud, la nourriture abondante et les nouvelles expériences qu'ils aimaient tant semblaient inépuisables aux 2 petits. La tisseuse aida Soleil derrière les nuages à fabriquer un bouclier pour enfants à partir d'un morceau de cuir, ainsi qu'un jeu de fléchettes avec un petit arc. Le jeune guerrier pouvait passer des heures dans l'arrière-grotte, en prenant pour cible les 4 pattes géants que la tisseuse avait dessinées sur les parois. Soleil derrière les nuages traquait patiemment sa proie, en se cachant derrière les petits rochers disséminés sur le sol rocailleux.
Puis il faisait semblant d'être un guerrier adulte, capable d'abattre un buffle ou un élan d'une seule flèche. Et souvent, il mimait son retour à la maison, traînant son butin de viande pour sa tante et sa sœur. La tisseuse remerciait toujours Soleil derrière les nuages pour son exploit et pour la viande imaginaire qu'il avait ramenée à leur foyer. Très sérieusement, elle demandait au petit guerrier quel grand animal à quatre pattes il avait abattu ce jour-là et quel était son nom. La tante enseignait alors au garçon comment demander pardon à l'animal en remerciant son esprit pour la nourriture qu'il offrait ainsi. Puis elle montrait à l'enfant comment libérer l'esprit de l'animal. Chaque fois que Soleil derrière les nuages apportait de la viande fraîche à la maison, la tisseuse se mettait à cuisiner pour le repas du soir un peu de la viande séchée qu'elle avait emmagasinée dans sa grotte. Son de la pluie était impressionné par le talent de sa tante à encourager la vivacité de leur imagination infantile. La mère de clan soutenait toute forme de créativité à laquelle l'un ou l'autre enfant avait recours pour jouer, fabriquer des objets ou créer aux travaux ménagers. Si les enfants découvraient une façon plus simple ou plus personnelle de faire les choses, la tisseuse était heureuse qu'ils expérimentent. Elle leur montrait à tous deux comment travailler avec ses mains et comment ils pouvaient créer une vie qui soit belle de la même manière qu'ils créent des objets artistiques.